L'énergie est le moteur de l'économie mondiale. Au XXe siècle, les combustibles fossiles ont même provoqué des guerres. Si on vous disait qu'il existe une nouvelle forme d'énergie propre et pratiquement illimitée, une énergie renouvelable dont l'existence a été prouvée dans de nombreux laboratoires, mais qui est ignorée par le gouvernement et de nombreuses revues prestigieuses. L'eau, par ses mouvements incessants, a ciselé cette falaise à partir du roc. Elle abrite également toutes les espèces marines et compose 60% du corps humain. La surface de notre planète est recouverte aux 2/3 de cette substance de vie dont plusieurs aspects restent encore mystérieux. Il y a plus d'un siècle, Jules Verne, le romancier visionnaire, a écrit ceci. « Je crois qu'un jour, l'eau sera employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable. » Le 23 mars 1989, la prédiction de Jules Verne prend d'assaut la culture populaire. Deux chimistes de renom, le Dr Martin Fleischmann et le Dr Stanley Pons, devant une foule médusée, annoncent qu'ils ont détecté des réactions nucléaires qui pourraient changer l'eau en un combustible puissant. Selon eux, le procédé qu'ils ont observé et qu'on allait bientôt appeler fusion froide produit une énergie de fusion comparable à celle observée dans le Soleil, mais sans émettre de radiation mortelle. Nous n'avons jamais appelé cela de la fusion froide. C'est le terme que les gens ont retenu, mais il ne vient pas de nous. Nous pensions que le procédé devait être de nature nucléaire pour expliquer l'intensité de l'énergie observée. Le département d'énergie des États-Unis met rapidement sur pied un comité d'études dirigé par le Dr John Huizenga. Nous avons rédigé un rapport très négatif et nous avons conclu que les résultats qui avaient été présentés allaient à l'encontre de tout ce qu'on avait découvert en physique nucléaire depuis 50 ans. Sans véritable procès, les conclusions de ce comité frappent les chercheurs avec brutalité tout en occultant les faits. Les gens qui travaillaient en physique de la fusion traditionnelle ont dénoncé vigoureusement l'appellation fusion froide. Immédiatement, des rapports constatent un excédent de chaleur beaucoup trop élevé pour être le produit d'une réaction chimique. Du Texas à l'Inde, des laboratoires confirment la présence de tritium, un élément essentiel pour déterminer si une réaction est nucléaire. En quelques semaines, nous avons eu les premiers résultats. Plusieurs groupes ont déclaré avoir observé de la chaleur excédentaire, mais le phénomène le plus incroyable et le plus important était la présence de tritium. La vieille garde de la communauté scientifique profite alors de son influence dans les médias et sur le gouvernement pour traîner dans la boue Pons, Fleischmann et leurs découvertes sans précédent. In conclusion, we have no evidence in our laboratory with any of our samples for fusion. I'm very sorry that Professor Lewis has no information on the tritium levels. That is available and is available in the correction list to the paper. We know the foreground, we don't know the background. I would like to specifically... The background, I beg your pardon, the background is available in the corrections to the paper. That might be. I would like to specifically hear whether or not helium... Could we go on to the question? Des publications comme la revue Nature, qui pratique l'évaluation par les pairs, alimentent le débat en accusant les scientifiques d'incompétence, ce qui déclenche la plus grande tragédie de l'histoire de la science. Je crois que cette idée est morte et qu'elle va le rester très longtemps. C'est une découverte aussi importante que le premier vol des frères Wright à Kitty Hawk. Cependant, au lieu de célébrer, les bonzes de la science ont déclaré la guerre à la fusion froide.
Les promesses de la fusion froide ont-elles été anéanties par des manias de l'énergie avides d'argent et étroits d'esprit, pour qui les profits sont plus importants que le bien-être des habitants de notre planète? L'hydrogène et l'oxygène, qui composent l'eau, sont deux des éléments les plus réactifs sur Terre. On connaît l'électrolyse, le procédé pour les extraire de l'eau sous forme de gaz depuis 200 ans. Ce savoir nous a permis de développer des combustibles qui sont même utilisés pour propulser les fusées dans l'espace. Malgré leur puissance, ces combustibles chimiques n'ont rien à voir avec l'énergie dégagée par une réaction nucléaire. C'est ce miracle de feu qui est au cœur du procédé révolutionnaire de fusion froide que Pons et Fleischmann ont présenté au monde entier. When positively charged deuterons are attracted to the palladium cathode, they cram together, and there are millions and millions of them inside the cathode, getting closer and closer, and then they fuse, and they create energy in the form of helium. There's more energy in 1 cubic mile of seawater than in all the known oil reserves on Earth. I mean, you could drive your car 55 million miles on a gallon of heavy water. Maybe the end of pollution. Cette version naïve et hollywoodienne de la création d'énergie à partir de l'eau peut sembler fantaisiste. En fait, les scientifiques n'ont toujours pas trouvé une théorie solide pour expliquer le phénomène. Mais le docteur Eugene Malov, qui a déjà été rédacteur scientifique en chef au MIT, a rassemblé assez de preuves pour authentifier le phénomène. Quand j'ai terminé mon livre Fire from Ice en 1991, j'étais arrivé à la conclusion que les preuves de l'existence de la fusion froide étaient extrêmement convaincantes. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Nous pouvons prouver sans conteste à 100% l'existence de la fusion froide. Les critiques rejettent d'emblée la fusion froide, mais les recherches ne cessent pas pour autant. Les appareils continuent de produire de l'énergie d'une façon qui défie toutes les conventions de la science moderne. Nous produisons de l'énergie nucléaire sans les radiations nucléaires attendues. Si un atome avait la taille d'un énorme stade, il y aurait en son centre un noyau de la grosseur d'un pois. L'atome dans l'œil de cette souris se compare à la taille de la souris de la même manière que celle-ci se compare à la Terre. Ces comparaisons de taille éclairent le défi incroyable auquel des scientifiques doivent faire face pour résoudre l'énigme des effets de la fusion froide. Les critiques de la fusion froide maintiennent que le problème est qu'il n'existe pas de théorie pour l'expliquer. Ce n'est pas ça du tout. Le problème est qu'il y a beaucoup trop de théories qui prétendent expliquer les mêmes observations et qu'il n'y a qu'une seule de ces théories qui peut être exacte. Il y a fusion lorsque les noyaux de deux atomes, généralement de l'hydrogène, entrent en collision et fusionnent, libérant ainsi une grande quantité d'énergie. Les théories actuelles présument que la fusion ne peut se faire qu'à des températures très élevées, comme celles que l'on retrouve au cœur du Soleil, ou lors d'explosions nucléaires. À l'intérieur d'installations comme le réacteur expérimental JET en Angleterre, des chercheurs tentent de reproduire le processus de fusion du Soleil depuis des décennies. Avec la technologie actuelle, il faut mettre plus d'énergie pour provoquer les réactions qu'il y a d'énergie libérée. Ce n'est pas encore viable économiquement. Cependant, Stanley Pons de l'Université de l'Utah et Martin Fleischmann de l'Université de Southampton prétendent pouvoir créer une réaction de fusion à température ambiante, ce qui rendrait possible une énergie nucléaire qui aurait le potentiel de générer des milliards et des milliards de dollars d'énergie. Les installations qui se consacrent à la fusion chaude, comme celle de Princeton et du MIT, ont reçu des milliards de dollars pour construire des réacteurs tokamak à confinement magnétique pour tenter de reproduire le processus de fusion du Soleil. On a appris plusieurs choses lors de ces expérimentations, mais le procédé n'a jamais produit un seul watt d'énergie excédentaire. Au moment de l'annonce de Pons et Fleischmann, la recherche dans le domaine de la fusion chaude bat son plein. Le budget de plusieurs universités influentes dépend de l'argent de la recherche en fusion détourné des coffres du gouvernement. Pour des raisons politiques, c'était un très mauvais moment pour faire une telle déclaration aux États-Unis, à cause de l'importance des programmes de recherche sur la fusion chaude. Nous allions à contre-courant, et c'est sans compter que nous n'étions pas prêts à faire une telle déclaration.
La fusion froide va à l'encontre de tout ce que j'ai appris en chimie nucléaire. Cependant, quand vous le voyez de vos propres yeux sur votre appareil, cela vous convainc de son existence. C'est pourquoi j'ai continué à m'y intéresser. Pons et Fleischmann connaissent bien tous les deux les risques de parler trop tôt de leur recherche. Qu'est-ce qui a pu les pousser à passer outre l'évaluation par les pairs pour annoncer leur découverte par le biais des médias? Je me disais que ces hommes n'étaient pas fous. Ils devaient savoir ce qu'ils faisaient. Avant l'annonce de 1989, Stephen E. Jones, un professeur de physique à l'université Brigham Young, apprend la teneur des recherches de Pons et Fleischmann grâce à un informateur au département d'énergie. Dans un exemple flagrant d'opportunisme, Jones insiste pour rendre public ses propres résultats qui sont beaucoup moins concluants. En dénigrant les déclarations de chaleur excédentaire de Pons et Fleischmann, la publication des résultats de Jones aurait empêché les deux chercheurs de breveter le procédé qu'ils ont développé à leurs frais pendant toutes ces années. Devant cette impasse, Pons et Fleischmann suivent les conseils des avocats de l'université et rendent leurs travaux publics. Leur découverte menace directement l'industrie de l'énergie. Mais c'est la communauté scientifique, en particulier les physiciens, qui va agiter le spectre du doute et de l'erreur. Cette expérience n'a été reproduite dans aucun laboratoire ni aucune université qui possède une bonne équipe de football. Robert Bush fait des recherches sur la fusion froide. Nous avons réagi comme tous les autres physiciens qui ont pensé d'abord « Oh, ce serait merveilleux si c'était vrai ». Et dans le même souffle, ils se disaient « Mon Dieu, des chimistes y arrivent pour quelques sous comparé à ce que les physiciens ont pris dans les coffres du gouvernement depuis 40 ans. » Nous parlons d'environ 40 milliards de dollars investis dans le domaine de la fusion chaude. La guerre est déclarée. Le 14 avril 1989, le docteur Glenn Seaborg, un lauréat du prix Nobel très réputé dans le milieu de la science nucléaire, affirme au président Bush « Ce n'est pas le résultat de la fusion nucléaire ». Le secrétaire d'État à l'énergie, l'amiral James Watkins, demande tout de même à plusieurs laboratoires financés par le gouvernement d'évaluer les déclarations sur la fusion froide. L'amiral Watkins, qui était à la tête du département d'énergie à l'époque, a ordonné que l'on vérifie ces allégations en 2 semaines. Il a mis à contribution tous les laboratoires du département. J'ai mis mon équipe sur le coup, mais nous nous sommes rendus compte qu'on ne pouvait pas avoir de résultats en moins de 4 semaines. Ils nous demandaient l'impossible, quoi. Le MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts, est parmi les laboratoires choisis. Le directeur du programme de fusion chaude, le professeur Ronald R. Parker, tire la salve suivante. En première page du Boston Herald, il accuse Fleischmann et Pons de fraude et d'amateurisme scientifique. C'est le signal de départ de l'attaque de la Société américaine de physique contre la fusion froide. Un vétéran de la fusion chaude, William Harper, professeur à Princeton et conseiller du secrétaire d'État Watkins, déclare « Juste à voir Fleischmann et Pons à la télévision, on peut deviner que ce sont des idiots incompétents. » Pour un scientifique, la crédibilité est un élément essentiel. Si vous la perdez, vous n'aurez plus de financement, votre travail sera considéré comme inférieur et vous allez baisser dans l'estime de vos confrères. C'est un désastre total. Pendant les 5 années précédant leur annonce, Fleischmann et Pons utilisent leur propre argent pour faire leurs expériences. Ils font passer du courant à travers une pile électrochimique qui contient de l'oxyde de deutérium, ce qu'on appelle l'eau lourde. Une des électrodes de la pile est faite de palladium, un métal précieux. Le courant électrique écarte les atomes de deutérium et les force à se masser sur la cathode de palladium. Ce qui arrive ensuite reste inexpliqué. Que ce soit de la fusion nucléaire ou une autre forme de réaction, la quantité d'énergie thermique qui sort du petit bocal est des millions de fois trop importante pour avoir comme source une réaction chimique connue. Pour les physiciens traditionnels, c'était impensable qu'une réaction nucléaire à la température ambiante puisse générer de l'énergie. Les noyaux des atomes ont une charge positive, ils se repoussent. Ils ne veulent pas fusionner, sauf si la température est à des millions de degrés. Cette fusion génère alors des radiations mortelles.
le département d'énergie des États-Unis, le DOA, met sur pied un comité d'études au mois d'avril 1989. C'est le docteur John Huizenga qui est choisi pour le présider, bien que son préjugé contre la fusion froide soit de notoriété publique. Huizenga a en effet déclaré que la fusion froide était une absurdité et il a conseillé aux autorités de ne pas étudier l'affaire plus à fond. À la mi-juillet, le comité remet un rapport accablant. Au début du siècle, un éminent chimiste, Irving Langmuir, a défini la science pathologique. C'est la science de ce qui n'est pas vrai. J'ai appelé mon livre « Cold Fusion, The Scientific Fiasco of the Century » simplement parce qu'il n'y a pas de résultats expérimentaux jusqu'à aujourd'hui qui prouvent l'existence de produits nucléaires. Donc, d'annoncer que la fusion froide est un procédé de réaction nucléaire sans une quantité proportionnelle de produits nucléaires, c'est tout simplement de la science pathologique. 10 ans d'expérience concluante mènent à une conclusion fort différente. D'un côté, il y a des milliers d'articles qui ont été publiés sur la fusion froide et qui font mention d'excédents de chaleur et de produits nucléaires comme l'hélium, le tritium et des neutrons. De l'autre, vous avez les physiciens traditionnels et la communauté scientifique qui ignorent complètement ces résultats et vont même jusqu'à en rire. Je me suis rendu compte très vite que la fusion froide allait devenir le meilleur exemple de science pathologique. Habituellement, on utilise l'argument de la science pathologique pour des recherches bizarres, et je reconnais que c'est parfois justifié. Cependant, on voit aussi la situation où les gens vont continuer à critiquer alors qu'ils auraient dû cesser depuis longtemps. C'est de la critique pathologique. Ils ont les mains liées car ils ont critiqué ce sujet et ils doivent continuer de le faire malgré les preuves du contraire. Après des décennies d'observations rigoureuses à travers la lentille de verre dépolie qu'il a fabriquée, le Hollandais Anthony Leeuwenhoek nous a fait découvrir le royaume de la microbiologie en 1675. Cependant, la communauté scientifique a continué à ignorer ces faits pendant tout près de 200 ans, en ridiculisant le travail de chercheurs comme Louis Pasteur. L'inventeur Thomas Edison voyait un monde où l'énergie viendrait du courant continu qu'il étudiait. Ses critiques publiques sur les recherches de son rival Nikola Tesla ont failli coûter au monde entier le miracle du courant alternatif. Quand les frères Wright ont volé pour la première fois en 1903, aucun journal n'a couvert l'événement. Tout le monde était convaincu, la presse américaine à tout le moins, qu'un vol dans une machine plus lourde que l'air était impossible. Tous les scientifiques disaient que c'était absurde. Les rédacteurs des journaux n'ont même pas pris la peine de dépêcher des journalistes pour interviewer les frères Wright ou des photographes pour immortaliser ce moment. Ce n'est qu'au bout de 5 ans que les gens ont dit « Mon Dieu, c'est réel, un engin plus lourd que l'air peut voler ». Je crois que c'est ce qui va arriver avec la soi-disant fusion froide. Dans le monde entier, des scientifiques sous-financés travaillent seuls dans leur laboratoire ou leur sous-sol et continuent tant bien que mal leurs travaux sur la fusion. Ce n'est que le temps qui pourra nous dire si leurs efforts vont rester dans l'ombre des programmes de fusion chaude généreusement financés ou s'ils vont être reconnus par le public et la communauté scientifique. Malgré les accusations malveillantes portées contre la fusion froide, des scientifiques réputés comme le Dr Bob Bush et le Dr Edmund Storms du laboratoire de Los Alamos continuent leurs recherches de pointe et obtiennent des résultats extraordinaires. Nous pouvions voir ces extraordinaires quantités d'énergie et de chaleur excédentaire dans notre laboratoire. Ce n'est pas comme si nous avions défendu les résultats de quelqu'un d'autre. Nous l'avions prouvé. Nous avons conclu qu'avec la quantité de palladium pour recouvrir votre pouce, nous pouvions construire un réacteur qui pourrait générer toute l'énergie nécessaire à la ville de Los Angeles. Les preuves s'accumulent, mais des experts respectés comme Huizenga, Harper et Morrison maintiennent leur opinion et continuent d'agiter le rapport négatif du comité d'études comme seule source fiable.
C'est quelque chose de totalement nouveau. Les professeurs qui enseignent la physique n'aiment pas changer leur cours. Ils n'aiment pas quand des monstres sortent des placards sans qu'on puisse les expliquer à l'intérieur du cadre des connaissances actuelles. Des sociologues des sciences ont déclaré que si on réussit à faire dire à 4 scientifiques réputés dans leur domaine qu'une chose est impossible, malheureusement les autres ont tendance à se conformer à leur jugement, un peu comme un troupeau. Quand la science fait partie de la structure des croyances d'une société, le danger est que les gens ne vont pas aller plus loin que ces frontières. Chaque année, nous découvrons des choses qui nous étaient inconnues l'année d'avant. La science doit toujours suivre les découvertes. Et chaque jour, on en fait de nouvelles. Cela ne relève pas du dogme. Le professeur George Miley, qui dirige le laboratoire de fusion à l'Université de l'Illinois, est l'un des rares rédacteurs en chef à avoir accepté des articles sur la fusion froide dans sa revue. Prenons les travaux de Tom Claytor de Los Alamos sur le tritium. Je lui ai demandé, avez-vous convaincu les directeurs de Los Alamos de l'existence du tritium? Il m'a répondu non, car j'ai un problème. Je n'obtiens des résultats que 3 fois sur 10. Voyez-vous, même si ça n'arrivait qu'une seule fois, un scientifique curieux devrait se demander comment cela est arrivé et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir le même résultat de façon constante. Dans les laboratoires du SRI International, le Dr Michael McCuber est l'un des premiers à reproduire les effets de la fusion froide. Il y a sans conteste des excédents de chaleur anormaux lors de ces expériences. Dans ces mêmes expériences, il y a des preuves de processus nucléaires anormaux également. Je soupçonne, c'est mon préjugé si vous voulez, que ces deux anomalies sont liées. Dans le brouhaha qui suit l'annonce de la fusion froide, les partisans de la fusion chaude font le raisonnement suivant. Si Pons et Fleischmann sont encore en vie, leurs résultats doivent être erronés, puisque les radiations neutroniques nées de la réaction de fusion ne les ont pas tués. Ils refusent de considérer qu'ils sont peut-être en présence d'une autre forme de ce processus. Au cours des années suivantes, le procédé de fusion froide a produit à maintes reprises non seulement de l'énergie thermique, mais aussi des sous-produits nucléaires comme le tritium et un indicateur essentiel de fusion nucléaire, l'hélium, qu'on appelle aussi la cendre nucléaire. C'est impossible de produire de l'hélium par un processus chimique. La seule possibilité qui reste, c'est que cet hélium est un produit nucléaire. Si l'hélium est produit par une réaction nucléaire, alors il y a nécessairement une libération de chaleur qui y est associée. En gros, nous voulions savoir s'il y avait de l'hélium dans l'échantillon lorsqu'il y avait de la chaleur excédentaire et si l'hélium était absent lorsqu'il n'y avait pas d'excédent de chaleur. Nous avons trouvé 8 fois de l'hélium lorsqu'il y avait un excédent de chaleur, et à 6 reprises, il n'y avait pas d'hélium quand il n'y avait pas chaleur excédentaire. Les prétendus résultats négatifs du MIT et de Caltech ont-ils été la seule source de la mauvaise presse faite à la fusion froide? Il ne faut pas oublier que Pons et Fleischmann ont enfreint l'étiquette scientifique en présentant leurs résultats directement aux médias au lieu de les faire évaluer par leurs pairs. Les résultats doivent être publiés dans des revues scientifiques réputées. Il ne faut pas qu'on les publie d'abord dans les journaux. Très franchement, ils ne doivent pas être disséminés dans les journaux populaires avant que l'on puisse reproduire les expériences. On blâme la direction de l'Université de l'Utah pour son empressement à vouloir rendre publique cette découverte par le biais des médias. Il y a d'abord une hypothèse, une idée. Cette idée est testée dans un laboratoire. On envoie les résultats à une revue où il y a une évaluation par les pairs, c'est-à-dire que des experts dans ce domaine examinent les informations. Ils vérifient la validité, ils posent des questions. Puis, on publie les résultats dans la revue et les membres de la communauté scientifique peuvent les lire et essayer de répéter l'expérience. En fait, des données essentielles de la découverte ont été publiées dans des revues réputées, mais les grands pontes de la science officielle, la science de l'argent et de la politique, noient la vérité avec des accusations d'irrégularité et même de fraude.
Quand Fleischmann et Pons ont présenté leur théorie de la fusion froide, ça s'est rendu jusqu'au président, qui a constitué un comité spécial de 22 scientifiques réputés pour étudier l'affaire. Ces scientifiques ont annoncé qu'ils allaient tenter de reproduire l'expérience dans leur laboratoire. Mais par une sorte de miracle, aucune des piles n'a fonctionné lors de ces expériences. Le 6 juillet 1989, quand les membres du comité d'études dirigé par Huizenga sont venus nous visiter, ils ne se sont pas attardés aux mesures de chaleur, mais ils ont insisté sur l'absence de neutrons et de tritium. Quand ils ont vu qu'il n'y avait pas de neutrons ou de tritium, ils ont utilisé cette information pour discréditer la fusion froide et protéger leur budget. Ce qui est fascinant, c'est que quelques-uns des membres de ce comité sont venus me voir pour avoir de l'argent pour faire des recherches dans ce domaine, même s'ils avaient publiquement déconseillé au Congrès de financer les recherches. Ils se sont rapidement rendus compte que Pons et Fleischmann avaient fait des erreurs importantes dans leurs interprétations de la physique nucléaire. D'après moi, ces erreurs de physique ont amené les physiciens à ignorer l'aspect positif, c'est-à-dire la production de la chaleur excédentaire, et à mettre l'accent sur les mauvaises interprétations de la physique nucléaire. Plusieurs scientifiques réputés travaillent sur la fusion froide. Des chercheurs qui font confiance à Pons et à Fleischmann et dont les carrières sont sans tâche. Par exemple, le professeur John Bockris de Texas A&M est reconnu mondialement dans le domaine de l'électrochimie et il dirige un groupe de recherche qui a présenté des preuves solides de l'existence de la fusion froide. Le premier élément est le tritium, qui est un isotope de l'hydrogène qui, normalement, n'existe qu'en infime quantité. Nous avons observé que les piles de Fleischmann et Pons pouvaient produire du tritium en grande quantité. C'était la première preuve du phénomène. 3 ou 4 mois après la conférence de presse sur la fusion froide, j'ignore si nous avons été chanceux, mais lors de notre première expérience, nous avons eu des preuves d'excédent de chaleur. And what we see in our laboratory is no evidence for any unusual nuclear or chemical reactions. Quand je l'ai vu de mes propres yeux, les protestations des quelques scientifiques qui disaient que c'était impossible et que ça allait à l'encontre de toutes les lois de la physique nucléaire n'avaient plus aucune importance. À Texas A&M, le groupe de recherche de Bockris est attaqué à son tour. Le journaliste scientifique Gary Taubes écrit un article incendiaire dans la revue Science Magazine, où il allègue qu'un des chercheurs a ajouté du tritium lors de l'expérience. On prouve la fausseté de cette accusation, mais Bockris et son groupe en subissent les contre-coups. J'avais 69 ans à l'époque et je me suis dit, admettons qu'ils me mettent à la porte. Ça n'avait pas vraiment d'importance car ma carrière était derrière moi. Le pire qui pouvait arriver, c'est qu'on me demande de partir. Mais finalement, l'université s'est révoltée et a demandé une enquête. Habituellement, on dit que quelqu'un est innocent jusqu'à ce qu'on ait prouvé sa culpabilité. On lui donne la possibilité de se défendre dans un procès. On n'écrit pas un article pour dire que ce qu'il a fait est mal et qu'il est coupable. Ce n'est pas la façon de faire. Finalement, tout s'est bien terminé. J'ai eu une lettre qui m'exonérait de tout blâme. Ce qui a provoqué tout ça, c'est que je suis allé à l'encontre du paradigme. Dans d'autres universités, on riait de nous et on nous demandait « Pourquoi essayez-vous d'attaquer les lois de la physique nucléaire ?» C'est exactement ce que l'on faisait. Et on a réussi en plus. Des laboratoires gouvernementaux comme Los Alamos et des universités partout dans le monde confirment la présence de chaleur excédentaire et de produits nucléaires. Malgré tout, le débat continue. Qu'est-ce qui peut motiver ces sceptiques influents à dénaturer ainsi les faits? De nos jours, les scientifiques évoluent dans un monde où l'argent est roi. Ils en ont besoin pour leur bien-être, mais aussi pour équiper leur laboratoire. La course au financement est plus importante, ou à tout le moins aussi importante pour les scientifiques que la recherche elle-même.
Le centre de fusion chaude du MIT, qui est financé par le gouvernement, dénigre haut et fort les travaux de Pons et Fleischmann. Ironiquement, lorsqu'on étudie leurs résultats, on y trouve des incohérences troublantes. Les données brutes du MIT démontrent la présence de chaleur excédentaire, mais dans leur rapport officiel, ils ont modifié le graphique pour qu'il n'y ait pas d'excédent de chaleur. Le docteur Eugene Malov, ingénieur et rédacteur scientifique en chef du MIT, démissionne en signe de protestation. L'affaire du MIT est un vrai désastre. Avant même d'analyser leurs données de calorimétrie, ces gens ont organisé une soirée pour fêter la mort de la fusion froide. Ensuite, ils ont manipulé leurs données pour que les résultats positifs deviennent négatifs. Leurs résultats ne prouvent pas l'existence de la fusion froide, mais ils étaient positifs sans conteste. C'est tout à fait absurde, ridicule et sans fondement. Je crois que de telles accusations ne peuvent provenir que de personnes qui ne comprennent pas comment on effectue des mesures. Une enquête officielle sur cette fraude est exigée. Le président du MIT, Charles Vest, qui siège également au comité consultatif de la Maison-Blanche sur le financement de la fusion chaude, mène un simulacre d'enquête. Il en résulte que le laboratoire de fusion chaude du MIT, celui-là même qui a concocté les preuves accablantes contre la fusion froide qui l'ont empêché de recevoir un financement du gouvernement, reçoit de nouveaux fonds fédéraux importants pour continuer la recherche en fusion chaude. Encore aujourd'hui, l'étude du MIT est citée pour expliquer le refus du gouvernement de financer la recherche et d'approuver des brevets reliés à la fusion froide. Cependant, le MIT n'est pas le seul coupable. J'étais dans un avion et un employé de l'un des laboratoires nationaux m'a raconté qu'il avait montré à son patron des résultats positifs qui confirmaient le phénomène. Son patron lui a dit que s'il présentait ces résultats, il allait être renvoyé. Le patron pour lequel je travaillais m'a dit « Tu devrais faire telle ou telle expérience ». Je lui ai répondu que c'était la fusion froide qui m'intéressait surtout. Il m'a dit « Oublie ça, ça ne fonctionne pas ». J'ai rétorqué « Mais non, ça fonctionne ». J'en ai fait l'expérience et je connais plusieurs personnes qui ont eu des résultats positifs. Je connais aussi Pons et Fleischmann. Il m'a dit alors que si je voulais continuer dans cette voie, je ne pourrais pas travailler pour lui, car il ne voulait pas que son nom soit lié au mien. Puisque le Congrès ne veut pas financer les recherches, Fleischmann et Pons décident d'aller poursuivre leurs travaux en France. Dès 1992, nous avions enregistré des images vidéo qui montraient une production intense d'énergie. À l'été 1994, nous avons démontré une production d'énergie soutenue et on pouvait espérer transformer le tout en un appareil fiable aux environs de l'an 2000. Si nous avions eu les ressources nécessaires, nous aurions réussi à le faire très vite. Mais rien de tout cela ne s'est concrétisé. Les pionniers de la fusion froide continuent leurs travaux malgré les attaques à leur réputation. En 1999, il y avait déjà eu 8 conférences internationales sur le sujet et plusieurs milliers d'articles scientifiques avaient été publiés dans des revues réputées à travers le monde. Aux États-Unis, l'Institut de recherche sur l'énergie électrique, le EPRI, un consortium privé qui regroupe des douzaines d'entreprises de services, a investi plus de 10 millions de dollars pour la recherche en fusion froide. Dans son rapport final, l'EPRI conclut qu'il y a des preuves indéniables de réaction nucléaire. Cependant, sans l'appui du gouvernement, les chercheurs doivent se tourner vers d'autres sources de financement pour continuer les recherches dans ce domaine révolutionnaire. Au milieu des années 90, le gouvernement japonais finance un programme appelé Nouvelle énergie d'hydrogène. Bien que le programme n'ait pas duré longtemps, il a permis à plusieurs scientifiques japonais de faire des percées. Les gouvernements de l'Italie et de la France financent aussi des recherches, alors que plusieurs investisseurs privés américains, convaincus du potentiel commercial du procédé, ont commencé à enregistrer des brevets en évitant soigneusement l'étiquette stigmatisée de fusion froide. Depuis 10 ans, des inventeurs indépendants ont développé des appareils de fusion froide qui semblaient prometteurs, mais qui n'ont pas tenu leurs promesses devant les scientifiques. L'arrivée d'un appareil de fusion froide qui produit de la chaleur excédentaire de façon continue est peut-être imminente. La société Clean Energy Technologies de Sarasota en Floride a déjà fait la démonstration scientifique de sa pile devant public.
Avec de l'eau ordinaire et de minuscules billes recouvertes de métal, ils affirment que la pile Patterson peut produire jusqu'à 1000 fois la quantité d'énergie. La compagnie Motorola a commandité un test durant lequel 20 watts de chaleur ont été produits sur une période de 11 heures. La chaleur continuait à se dégager, même lorsque l'on a coupé la faible alimentation électrique. Elles produisent de la chaleur excédentaire immédiatement. Quand on commence à mesurer, il y a déjà un excédent de chaleur. En évitant l'étiquette de la fusion froide, le Dr Randall Mills de la compagnie Blacklight Power au New Jersey a reçu un financement substantiel qui lui a permis de créer une compagnie qui sera l'un des manufacturiers de premier plan à l'heure de l'énergie nouvelle. Lors de nos meilleures expériences, la pile électrolytique a généré jusqu'à 1000% d'excédent de chaleur. Par exemple, si nous donnons 1 watt à la pile, elle en produit 10. Pendant que nous le regardons, ce récipient produit de l'hélium 4 et de la chaleur à une température de 215 degrés Celsius. C'est la clé du procédé. Vous variez cela le moindrement et plus rien ne fonctionne. C'est un concept tout à fait nouveau d'avoir une fusion nucléaire à une température de 215 degrés Celsius et à une atmosphère de pression. Le relevé de température indique clairement dans ces expériences, tout comme pour celle de Les Case, qu'il y a une source mystérieuse de chaleur. Et la valeur de cette source de chaleur est approximativement celle nécessaire pour expliquer la quantité d'hélium observée. Depuis 6 ou 7 semaines, nous avons dans ce récipient du deutérium qui fusionne pour former de l'hélium 4, ce qui produit un excédent de température d'environ 35 degrés Celsius. Ce sont des chiffres énormes qui indiquent un effet important. La technologie de fusion catalytique du Dr Les Case est l'un des développements les plus extraordinaires dans le domaine de la fusion froide. Il a de grandes quantités de chaleur excédentaire et il produit de l'hélium 4, les fameuses cendres nucléaires. C'est ce que les opposants à la fusion froide cherchaient lors des premières expériences. Il semble être sur le point de concevoir un appareil auto-entretenu qui va rester chaud, générer de la vapeur, de l'eau chaude et peut-être même de l'électricité. Les alchimistes qui voulaient transformer le métal en or font partie des mythes médiévaux. Cependant, la science moderne a démontré que la transmutation des éléments est possible, mais le procédé est beaucoup trop coûteux pour être rentable. Dès 1992, cependant, les scientifiques qui expérimentaient la fusion froide ont observé dans leurs piles usées la présence de petites quantités de métaux comme le cuivre, l'argent et le zinc, qui n'auraient pas dû s'y trouver. Le physicien nucléaire Kevin Wolf a relevé des quantités importantes de tritium. Et ce qui est encore plus stupéfiant, c'est qu'il a observé des transmutations dès 1992. Le métal qui se transforme en une autre sorte de métal à l'intérieur de l'électrode, c'est vraiment anti-paradigme. L'affreux mot interdit alchimie vient tout de suite à l'esprit. C'est un peu ça ce qui se passe. Il y a création de nouveaux métaux. Tadayoshi Omori et Tadaiko Mizuno de l'université d'Hokkaido au Japon ont publié plusieurs articles qui décrivent la production de métaux qui vont du fer jusqu'aux platines. Cette création de nouveaux métaux est toujours accompagnée d'énergie thermique excédentaire. Les avantages potentiels de cette technologie pour l'environnement sont renversants. Des sociétés comme la Citi, Trenergy et la Cincinnati Group sont en train de développer des moyens de résoudre le problème des déchets radioactifs. Ils veulent transformer le matériel radioactif en métaux inoffensifs. En 1999, devant ces percées, le département d'énergie accorde une subvention de recherche au professeur George Miley de l'Université de l'Illinois. Quelques jours plus tard, les opposants à la fusion froide dénigrent les travaux de Miley qui voit sa subvention lui être retirée. Au comité secret mis sur pied pour révoquer cette subvention, on retrouve l'ennemi ardent de la fusion froide, le Dr John Huizenga. L'énergie nucléaire a déjà été une curiosité. Admettons que l'on puisse développer de tels appareils, notre avenir est alors assuré. C'est la fin de l'ère des combustibles fossiles, la fin du pétrole et du charbon. Et par le fait même, la fin de plusieurs problèmes, comme la pollution globale et le réchauffement de la planète. Les problèmes environnementaux des États-Unis font souvent la manchette, mais ce n'est rien comparé aux problèmes de pollution auxquels font face les nations du tiers-monde qui dépendent entièrement des combustibles fossiles.
Les 2/3 des villes ont des problèmes de pollution. Et le tiers des terres de mon pays est ravagé par les pluies acides. 80% de l'énergie provient du charbon. Nous avons 1,2 milliard d'habitants, un nombre qui augmentera d'au moins un demi-milliard vers l'an 2050. Nous consommons 1 tonne de charbon par personne chaque année. Si nous multiplions notre consommation d'énergie par 3, nous allons brûler environ 5 milliards de tonnes de charbon vers l'année 2050. Le potentiel de la fusion froide est séduisant. On estime qu'on pourrait remplacer 400 km de wagons de charbon par une seule fourgonnette remplie d'eau lourde. Les déchets quotidiens d'une usine de fusion froide d'une puissance de 1000 MW se résumeraient à environ 150 grammes d'hélium, ce qui est tout à fait inoffensif si on compare avec les 30 000 tonnes de dioxyde de carbone, de dioxyde de soufre et autres déchets produits par une usine à combustible fossile de puissance comparable. Ce qui m'intéresse dans la fusion froide, c'est que, par sa dimension, c'est très différent de l'énergie thermique, hydroélectrique ou produite par fission nucléaire. L'investissement nécessaire n'est pas très élevé et on peut espérer que l'industrie pourra générer une production de masse bientôt. Cela change toutes les données dans la façon de générer l'énergie, de la distribuer et de la consommer. Je crois que le réseau d'énergie électrique va complètement disparaître. Les automobiles, les camions, les trains, les avions, tous les moyens de transport utiliseront cette nouvelle source d'énergie. L'issue est inéluctable. L'ère des combustibles fossiles tire à sa fin. Chaque jour, la consommation de combustibles fossiles détruit peu à peu notre environnement pendant que les découvertes reliées à cette nouvelle source d'énergie propre et pratiquement illimitée restent dans l'ombre. Nous sommes en train d'écrire l'histoire. C'est une situation de rêve. Après une décennie d'expériences concluantes et la production de preuves indéniables, les gardiens de la science officielle continuent de nous priver d'une technologie dont nous avons désespérément besoin pour traiter notre monde décemment. Sans morale, sans des personnes qui ont de l'éthique sur cette planète, qu'elles viennent de la foi en Dieu ou en la science, que reste-t-il? Que nous reste-t-il? Quelle motivation avons-nous pour survivre? Qu'est-ce qui nous pousse à continuer? Nous n'avons rien fait de mal. Nous n'avons fait aucune erreur dans nos observations. Aucune erreur. Dans un monde où la corruption, l'avidité et les manœuvres politiques ont souvent le dessus sur les vertus humaines, on pouvait croire naïvement que l'univers des sciences expérimentales était l'exception à la règle. L'histoire de la science est parsemée d'incidents individuels de fraude, de vol de brevets et de déformation des faits. Mais là, nous sommes devant un complot contemporain qui éclipse presque tout ce que nous avons découvert dans les archives oubliées.